Je vais essayer de vous parler de... En fait, j'ai mis résistance, inhibition, mais globalement, je vais essayer de vous parler de façon plus générale des fonctions exécutives. Et je vais essayer de vous montrer en quoi c'est finalement un facteur de compréhension de l'hétérogénéité observée dans les apprentissages des élèves. Et je vais vous le montrer d'abord à partir de données issues notamment de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, donc sur des panels. Et puis ensuite, j'essaierai de montrer ce qu'on a mené au laboratoire comme travaux qui vont se focaliser un peu plus sur la capacité à résister à des automatismes de pensée, voir comment on peut potentiellement les étayer dans une séquence pédagogique donnée, comment on peut essayer finalement de sensibiliser l'élève sur l'enjeu d'apprendre à résister à certains automatismes de pensée. Et puis je finirai sur, en gros, les difficultés qu'on a pu avoir justement pour étayer ces fonctions exécutives et pourquoi ça nous a amené à travailler au-delà des fonctions exécutives sur la métacognition. Et vous montrer que ça peut être aussi un vecteur de réduction des inégalités, et vous montrer où on en est sur cette démarche de recherche qui se déroule dans les classes, dans lesquelles on essaie de former des enseignants et de regarder l'impact de ces formations, notamment sur les pratiques, les gestes professionnels, et potentiellement la réduction des inégalités dans le domaine des premiers apprentissages. Il y a beaucoup de choses que je vous dirais sur la maternelle, mais je vais quand même essayer de finir sur le second degré en vous montrant qu'une grosse partie des choses que je vous dis sur la maternelle, en fait, se retrouvent de façon quasiment similaire dans le second degré. Alors évidemment, on ne les étaye pas exactement de la même manière, on ne va pas s'adresser à l'élève exactement de la même manière, mais il y a des choses qui sont en fait relatives à des données de la maternelle qu'on peut transférer sur le second degré et de la même manière passer du second degré sur le premier degré. En gros, ce qu'on essaye de faire en ce moment au laboratoire, une des thématiques de recherche que je porte avec un certain nombre de collègues, c'est la question des inégalités des inégalités sociales, ce qu'elles produisent sur le cerveau en développement et en quoi elles peuvent permettre de mieux comprendre finalement la dynamique des inégalités qui s'observent dans le cadre scolaire et notamment dans la réussite scolaire. Donc si vous vous intéressez aux inégalités scolaires, vous savez qu'elles sont très présentes dans notre système éducatif. Une des façons dont on peut aller interroger ces inégalités scolaires, c'est aussi d'essayer de regarder par le prisme finalement de ce que produisent les inégalités sociales sur le cerveau en développement. Parce que si vous avez des inégalités scolaires, il faut être très clair, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, vous avez impacté le cerveau en développement. Si vous n'avez pas impacté le cerveau, sauf si vous êtes des dualistes forcenés, a priori, vous n'aurez pas d'effet sur les apprentissages des élèves. C'est bien parce que le milieu social d'origine impacte le cerveau en développement que vous avez des différences qui s'expriment en termes d'apprentissage, y compris d'apprentissage scolaire. Alors qu'est-ce qu'on sait finalement des inégalités sociales sur le cerveau en développement? La première chose, c'est ce que vous voyez sur le centre de cette diapositive. Globalement, ce qu'on a regardé ici, c'est toutes les régions dans le cerveau humain dans lesquelles vous pouvez montrer et observer un lien entre le milieu social d'origine de l'enfant et non seulement l'architecture de ces régions à un âge donné, mais plus important sur la dynamique du développement cérébral des régions en fonction du milieu social d'origine. Et ce qu'on observe, globalement ici vous voyez une vue du cerveau, vue de profil, donc l'hémisphère droit. Et toutes les régions que vous voyez en rouge et en jaune, c'est l'ensemble des régions qui sont impactées par le milieu social d'origine. Donc encore une fois, je répète, ce n'est pas la région à un âge donné, c'est le dynamique du développement de ces régions qui vont être affectées par le milieu social d'origine de l'enfant. Donc ce n'est pas une petite région, hein, c'est des vastes réseaux neuronaux. Et si vous regardez quelles sont finalement les fonctions de ces réseaux qui sont affectés par le milieu social d'origine, vous allez tomber sur les réseaux du langage, les réseaux liés à la mémorisation à long terme, les réseaux liés à l'apprentissage des règles et les réseaux liés à la régulation émotionnelle. N'en dites pas plus, vous avez touché tous les réseaux dont vous avez besoin pour apprendre, sans exception. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on observe évidemment très tôt des inégalités scolaires, mais ça s'explique parce qu'en fait, très tôt, le milieu social d'origine va impacter le cerveau en développement. Quand je dis très tôt, ici, dans cette étude-là, c'est 4 mois après la naissance. 4 mois après la naissance, les courbes de développement cérébral divergent en fonction du milieu social d'origine de l'enfant. Donc ça, c'est la réalité biologique des inégalités. Donc on peut la voir avec un prisme sociologique, c'est extrêmement intéressant, et il faut continuer à avoir ce prisme-là. Je dis simplement qu'il faut aussi l'avoir par le prisme de ce que ça produit sur l'organe dont on a besoin pour apprendre. Et donc ça donne une réalité biologique à ces inégalités. Je ne suis pas du tout en train de changer un déterminisme social par un déterminisme biologique. Il y a une particularité du cerveau humain, c'est qu'il est plastique. C'est-à-dire que justement, il peut, si on trouve les bons leviers, pédagogiques notamment, on peut compenser pour le milieu social d'origine. Et c'est le principe, c'est ce qui sous-tend finalement le principe d'éducabilité. Le principe d'éducabilité, il est sous-tendu par la plasticité cérébrale, par le fait que le cerveau peut se reconfigurer au cours des apprentissages.
Donc en gros, c'est ce qu'on essaye de comprendre au laboratoire, ça c'est plutôt sur notre recherche fondamentale, et si on essaye de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui produit? Évidemment, ce n'est pas votre CSP qui va produire directement cet effet. C'est les caractéristiques de ces environnements familiaux qui vont être plus prévalents que dans d'autres milieux familiaux. Donc, par exemple, c'est le fait que quand vous êtes dans un milieu social d'origine moins favorisée, vous allez être plus soumis à du stress chronique. Tout simplement parce que vous avez des risques plus forts d'être de placement en famille d'accueil, que vos parents perdent leur emploi, que donc vous perdiez votre logement, et tout ça crée un stress chronique permanent dans lequel l'enfant va être finalement totalement imprégné, et ça va avoir un effet direct sur l'augmentation du taux de cortisol dans le corps de ces enfants. Et le problème, c'est que dans le cerveau humain, on a des récepteurs au cortisol. Donc plus vous augmentez la concentration en cortisol dans le corps humain, plus vous avez de cortisol qui se fixe sur les récepteurs dans les régions que vous voyez ici affectées, dont le développement est affecté par le milieu social d'origine. Deuxième chose, la qualité du sommeil. Si vous vivez dans un appartement exigu, avec beaucoup de monde au mètre carré, par définition, vous allez avoir des interférences sur votre sommeil. Le problème, c'est que tous les mécanismes de neuroplasticité liés à la mémoire s'opèrent pendant le sommeil. Donc si vous dormez moins, vous avez moins de mémorisation, notamment pour ce qui relève de la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire que vous entraînez à l'école, toute la mémoire qui relève des connaissances et des faits que vous essayez d'enseigner à l'école. Ce qui a une implication directe, si on s'intéresse à la qualité du sommeil, si on veut essayer de penser des politiques éducatives qui permettent de réduire les inégalités, alors on autorise la sieste jusqu'à la fin de la grande section de maternelle. C'est un vecteur de réduction des inégalités. Parce que ce qu'ils ne dorment pas à la maison, il faut qu'ils puissent dormir à l'école. C'est aussi clair que ça. Toutes les données, elles sont parfaitement concordantes de ce point de vue-là. De la même manière, vous repoussez demain, dans toutes les écoles de France, je rappelle que c'est à la main des proviseurs, la première heure de cours au collège et au lycée. Pas de problème, on peut le faire. On n'a pas besoin d'un décret. On peut le faire demain dans toutes les écoles de France, aucun problème. Je ne dis pas que ça ne va pas désorganiser un peu les écoles, j'en ai bien conscience, mais moi je ne suis pas du côté de l'organisation et de la logistique. Moi je suis du côté, c'est mon côté, c'est parfait, je suis du côté de la recherche de ce point de vue-là. Mais c'est un enjeu de réduction des inégalités, réel. Réel parce qu'à l'adolescence, il y a un décalage de phase du sommeil, que quoi qu'on fasse, de toute façon, les élèves vont aller se coucher 2 heures plus tard par rapport aux élèves du primaire et qui commencent trop tôt le collège, en particulier dans les territoires ruraux, où de toute façon il faut qu'ils se réveillent encore plus tôt quand ils commencent à 8h, 8h30. Je veux dire, bon, il faut à un moment prendre la mesure de ce qu'on veut faire pour notre système éducatif. Si on veut réduire les inégalités, alors il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on se dise qu'est-ce qu'on change demain dans notre système éducatif pour faire avancer les choses. La dernière chose, c'est l'environnement culturel. C'est en gros réinterroger la question du capital culturel. C'est l'idée qu'il y a des familles dans lesquelles on va au musée, on peut avoir du temps pour faire des activités extrascolaires, vous pouvez avoir du temps aussi pour faire des jeux de société, et tout ça va contribuer au développement cérébral. Et tout ça construit les inégalités très rapidement au cours du temps. Alors qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a des impacts que vous connaissez. C'est-à-dire que les premiers impacts qu'on observe, par exemple, si vous prenez l'entrée à la maternelle, alors je vais un peu parler de la maternelle, mais ne vous inquiétez pas, je parlerai aussi du second degré. Si vous prenez à l'entrée du système éducatif, 36 mois, l'école est obligatoire à partir de 3 ans en France, petite section de maternelle, si vous regardez ne serait-ce que le nombre de mots auxquels l'enfant a été exposé pendant les 36 premiers mois de sa vie. 35 millions de mots pour les enfants qui viennent de milieux sociaux favorisés en jaune, 10 millions de mots pour les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés en bleu. Il y a 25 millions de mots de différence. Ça, c'est à l'entrée à la maternelle. Avec un impact direct sur le nombre de mots dans le vocabulaire de l'enfant. Les enfants qui viennent de milieux sociaux favorisés, à 36 mois, ils ont à peu près 1100 mots dans leur vocabulaire. Quand ils viennent de milieux sociaux défavorisés, ils en ont 525. Vous avez 600 mots déjà de différence à l'entrée à la maternelle. Le problème, c'est que si vous regardez quels sont les prédicteurs de bien apprendre à lire, et n'en déplaise à un certain nombre de personnes qui insistent beaucoup sur la question de la reconnaissance des mots, il y a un deuxième bloc de compétences qui prédit le fait que vous allez devenir un bon lecteur, qui sont vos capacités de compréhension du langage oral. Et d'ailleurs, ce qui est le plus prédictif de bien apprendre à lire, c'est le nombre de mots dans votre vocabulaire avant que vous commenciez l'apprentissage de la lecture. Donc, globalement, si vous n'avez pas réduit les inégalités dans le domaine du langage oral avant l'entrée dans l'apprentissage du langage écrit, ne soyons pas surpris que sur les premières évaluations repères, il y ait énormément d'inégalités dans le domaine de l'apprentissage du langage écrit. C'est signé. Je veux dire, si on n'a pas réussi à réduire les inégalités dans le domaine du langage oral avant la fin de la maternelle, de fait, vous aurez des inégalités qui vont émerger dans le domaine de l'apprentissage du langage écrit.
autre politique éducative à mettre en place. Laisser les enfants 4 ans à la maternelle, c'est pas grave. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu plus de temps pour qu'on puisse avoir le temps d'avoir travaillé suffisamment les capacités de langage oral de telle manière à ce qu'ils puissent rentrer sereinement dans l'apprentissage du langage écrit. Le seul moyen de rester 1 an de plus en maternelle aujourd'hui, c'est de déposer un dossier à la MDPH. Où est-ce qu'on est, là? Je veux dire, si vraiment on essaye de réfléchir concrètement à comment on réduit les inégalités, alors on réfléchit un peu par cycle. Et on se dit, à la fin du cycle 1, quels sont les attendus? Comment on peut être sûr que les enfants peuvent rentrer sereinement dans l'apprentissage de la lecture? Pas en réfléchissant, en se disant « Ah ben on va faire de la pré-CPisation de la maternelle », c'est exactement la mauvaise façon de regarder le problème, mais plutôt comment on va réussir à ce qu'à la fin de la maternelle, on ait pu développer les compétences dont ils ont besoin pour commencer et rentrer sereinement dans l'apprentissage du langage écrit. Parce qu'ensuite, le problème c'est que le fait que vous avez bien appris à lire, c'est prédictif de votre réussite scolaire. Donc c'est très clair, c'est-à-dire que si vous avez des inégalités, vous aurez des inégalités qui vont se perpétrer sur tout. Il n'y a rien de déterministe dans ce que je vous dis. C'est pas un élève qui n'a pas bien appris à la fin du CP, alors forcément il est condamné pour le... C'est pas du tout ce que je dis, d'accord? C'est la variabilité qui m'intéresse. Ok? Très bien. Donc ça c'est, je dirais, ce qu'on observe. La question c'est, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que la seule réponse c'est de faire plus de langage oral? Ou si je le dis pour le cycle 2, le cycle 3 ou le cycle 4, si les élèves ont des difficultés de niveau en mathématiques et en français, est-ce que la seule réponse, c'est toujours de faire plus de français et de maths? Mais si la seule réponse, c'est faire toujours plus de français et de maths, il faut comprendre l'hypothèse que vous avez derrière. C'est-à-dire que vous considérez que les seules difficultés en français et en maths viennent de difficultés qui sont domaines, disciplines spécifiques. Mais c'est une très très forte hypothèse que vous faites. C'est-à-dire que vous ne considérez pas, par exemple, que c'est parce que les élèves peuvent avoir des différences de capacité attentionnelle. D'accord. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut essayer d'étayer. Est-ce que ça pourrait être le fait que certains élèves ont développé, par exemple, une anxiété disciplinaire? Ah, c'est peut-être le cas en mathématiques. Donc, c'est peut-être pas faire plus de mathématiques qui serait la solution. Peut-être qu'il y a autre chose à faire. Donc, en fait, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que si la difficulté rencontrée par l'élève ne vient pas d'un processus domaine spécifique, il faut que vous trouviez le moyen d'arriver à étayer des processus qui sont beaucoup plus transversaux et qui sont impliqués dans toutes les disciplines. Et donc la réponse, elle n'est pas toujours de faire plus de maths et plus de français. Peut-être c'est de libérer des heures pour travailler d'autres dimensions et d'autres fonctions qui sont importantes. Ou dit autrement, comment on fait dans une séquence pédagogique pour étayer des fonctions dont on sait qu'elles participent à l'hétérogénéité des trajectoires d'apprentissage des élèves. Donc c'est ça qu'on essaye d'observer au laboratoire et on se focalise plutôt sur ces fonctions transversales impliquées dans tous les apprentissages, que ce soit en français, en maths, en sciences, etc. Bon, ça c'est les inégalités, je ne reviens pas là-dessus, résultats PISA 2022, je rappelle simplement que quand vous regardez les résultats PISA 2022, seconde générale et technologique font quasiment aussi bien que les meilleurs pays à PISA. Le problème c'est que les secondes pro, ils font quasiment aussi mal que les moins bons pays à PISA. L'autre problématique, c'est qu'il y a une surreprésentation des classes défavorisées dans les secondes pro. Donc c'est ça l'inégalité scolaire. La problématique, c'est que vous êtes à 15 ans là. Enfin, en gros, je suis désolé, mais il n'y a plus beaucoup de temps. Hein. Il vous reste 3 ans pour réduire les inégalités. Bon, vous n'aurez pas le temps. Non, je suis désolé, vous n'aurez pas le temps. Il y a Parcoursup qui arrive. Hein, et là, ça va rajouter un peu d'inégalité dans le mix. Bon, vous pouvez le regarder autrement. Si vous regardez le score des élèves qui sont des classes sociales les plus favorisées par rapport à ceux qui viennent des classes sociales les plus défavorisées, en France, on a un système éducatif qui se caractérise par des écarts qui sont plus importants que dans d'autres pays. Alors, il y a d'autres pays qui sont pas bons non plus. Hein. La Belgique, c'est pas terrible non plus. Hein. C'est peut-être tous les pays francophones, je ne sais pas, il faudrait interroger ça. Non, là, je plaisante. Hein. Là, c'est le moment où j'inhibe plus, en fait. Bon, j'avance. Donc, en gros, une des choses qu'on a testées au laboratoire, c'est de se poser la question de savoir est-ce que, en partie, ces inégalités, elles émergent parce que le milieu social d'origine impacte le développement de fonctions transversales qui sont impliquées dans tous les apprentissages, et notamment ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est des fonctions de haut niveau qui sont hébergées en partie par notre cortex préfrontal et qui régulent toutes les fonctions cognitives, toutes les fonctions sociales et toutes les fonctions émotionnelles. Donc, elles sont évidemment importantes, puisqu'en gros, c'est le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions cognitives, sociales et émotionnelles que vous allez engager dans une situation d'apprentissage.
En gros, il y a 3 grandes fonctions exécutives, l'inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. L'inhibition, c'est globalement tout ce qui vous permet de sortir de vos routines, c'est-à-dire de ne pas faire toujours la même chose, placé dans la même situation. C'est en gros votre capacité à exercer un stop sur vos actions. C'est le signal stop de votre cerveau. C'est le fait de ne pas répéter la même action si on sait que cette action aboutit à une erreur systématique. Donc ça, c'est la fonction d'inhibition. Et elle me permet, et je vais essayer de vous le montrer aussi, par exemple, de penser par vous-même, d'exercer une pensée critique. C'est la fonction d'inhibition qui permet ça. C'est-à-dire que c'est tout ce qui vous permet de ne pas être simplement des êtres de routine. C'est important, hein, je veux dire, si on fait toujours la même chose dans la même situation, on a évidemment potentiellement des difficultés. La mémoire de travail, c'est une mémoire extrêmement importante. Elle est engagée en permanence dans tous les apprentissages scolaires, sans exception. C'est votre capacité à maintenir et manipuler des informations pendant quelques dizaines de secondes. Donc à partir du moment où vous êtes, par exemple, dans une situation de résolution de problèmes en mathématiques, ou vous êtes en train de faire des opérations arithmétiques de tête, vous engagez votre mémoire de travail. C'est-à-dire que vous allez maintenir, par exemple, le produit de la première addition pour effectuer l'addition suivante. Donc typiquement, quand les élèves n'ont pas encore appris leur table de multiplication, quand ils font 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est typiquement une charge extrêmement importante dans la mémoire de travail parce qu'il faut qu'ils maintiennent ces 4 additions, ces 3 additions qui vont devoir être opérées les unes après les autres. D'accord ? Donc 3 plus 3 qui font 6, auquel j'ajoute 3 ce qui font 9, plus 3 qui font 12. Extrêmement coûteux pour ma mémoire de travail. D'où l'enjeu d'apprendre les tables de multiplication. En fait, les tables de multiplication, c'est tout d'un coup réduire d'autant la charge en mémoire de travail, ressources cognitives que vous pouvez ensuite, hop, je suis allé trop vite, je reviens en arrière, que vous pouvez réutiliser pour résoudre des problèmes un peu plus complexes. Ça, c'est dans le domaine des mathématiques. Si on prend par exemple la compréhension des textes, pareil, la mémoire de travail, elle est absolument critique. C'est la capacité, par exemple, de se souvenir du début des informations présentées dans la première phase du paragraphe, de telle manière à comprendre la fin du paragraphe, et ainsi de suite. Okay ? C'est aussi, quand on est dans le cadre du décodage graphophonémique, je viens de décoder le premier graphème, je maintiens le phonème en mémoire de travail pour l'associer au second phonème et au troisième phonème pour être en mesure de prononcer le mot. Donc en fait, vous engagez énormément la mémoire de travail. Donc on comprend bien que des élèves peuvent avoir des difficultés de décodage graphophonémique, pas parce que simplement ils ont un problème dans le décodage en tant que tel, mais parce qu'ils ont ce processus de mémoire de travail qui est un peu moins efficace que d'autres élèves, et donc c'est plus difficile pour eux de maintenir les 3 phonèmes qu'il va falloir associer dans le cadre du décodage de ce mot. Okay ? Donc c'est un facteur d'explication de l'hétérogénéité de l'apprentissage que vous observez chez les élèves. Et la dernière chose, c'est la flexibilité cognitive. En gros, c'est la combinaison de la mémoire de travail et l'inhibition. C'est la capacité que vous avez, par exemple, dans une activité donnée, à changer de règle. C'est-à-dire que si le mot est écrit en bleu, il faut que je fasse une activité. S'il est écrit en rouge, il faut que je fasse une activité différente. Ou c'est, si on prend des élèves un peu plus jeunes en maternelle, et vous l'avez sans doute déjà observé pour ceux qui ont enseigné en maternelle ou qui ont observé des élèves de maternelle, c'est les persévérances qu'on observe chez l'élève de maternelle. Quand vous lui demandez de changer d'activité, il continue à persévérer sur la première activité. Typiquement, c'est un défaut de flexibilité cognitive. Okay ? C'est une difficulté à changer d'activité quand la consigne a changé. Et d'abord, les enfants le font, ils sont capables de le faire entre 2 tâches, et ensuite, ils sont capables de le faire entre 2 essais d'une même tâche. Donc il y a un développement graduel de ces fonctions exécutives. Ce qu'on a essayé de comprendre au laboratoire, et c'est notamment une de mes doctorantes qui s'appelle Margot Rémaud, qui a la chance de bénéficier d'une bourse COFRA. Donc elle passe la moitié du temps à la DEP et la moitié du temps au laboratoire. Et on a, notamment par le prisme de cette bourse COFRA, on a pu travailler sur les données du panel maternel. Le panel maternel, c'est un panel qui a été lancé en 2021. Dans ce panel maternel, donc 2021, des enfants scolarisés en petite section de maternelle et dont on a évalué les compétences de langage oral, de mathématiques, 4 à 5 mois après qu'ils soient rentrés à l'école maternelle. Donc en fait, le panel a commencé en 2021, mais la première collecte de données en 2022. Okay, donc parfois, vous le trouvez sur panel 2022 ou panel 2021. Et dans ce panel, qui suit à peu près 30 000 élèves de maternelle, qui sont suivis, en fait, qui vont être suivis pendant toute leur scolarité, dont on va pouvoir, par exemple, associer les données qui ont été collectées en petite section de maternelle avec les évaluations repères en CP. Aujourd'hui, ils sont en CE1, donc on va pouvoir regarder les évaluations repères en CE1, donc on va pouvoir commencer à regarder des effets prédicteurs de certaines caractéristiques de cet échantillon ou de ces enfants à l'entrée
à la maternelle. Et pour ce panel, on a non seulement évalué les capacités de langage oral, de compétences mathématiques, mais aussi, parce qu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer l'ADEPE au bon moment, on a évalué les fonctions exécutives. C'est nous qui avons construit avec l'ADEPE l'évaluation des fonctions exécutives du panel petite section de maternelle. Et donc, sur ce qu'on a essayé de tester ici, c'est de regarder est-ce que finalement, dès l'entrée à la maternelle, on a un effet du milieu social. En gros, on a regardé l'effet du milieu social d'origine sur le langage oral et sur les compétences mathématiques. D'accord ? Ça, c'est l'effet direct. Donc, soit vous considérez qu'en fait, il y a des inégalités qui sont directes du milieu social d'origine sur le langage oral et sur les mathématiques, soit vous pouvez tester un autre modèle dans lequel vous vous dites, en fait, le milieu social d'origine impacte les premiers apprentissages langagiers et les premiers apprentissages mathématiques parce qu'il impacte les fonctions exécutives. Et c'est exactement ce qu'on a montré. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre les inégalités dès l'entrée à la maternelle, elles s'expriment dans le domaine du langage oral et des mathématiques parce qu'elles affectent le développement de ces fonctions exécutives. Donc ce que ça vous dit très clairement, c'est que si vous voulez travailler à la réduction des inégalités en maternelle, si vous n'étayez pas ces fonctions exécutives, vous n'allez pas réussir à réduire les inégalités dans le domaine de l'acquisition du langage oral et des mathématiques. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à côté nécessairement, ça veut juste dire comment on pense à des activités dans lesquelles on peut étayer ces fonctions exécutives parce qu'on sait qu'elles ont un rôle sur l'hétérogénéité des trajectoires observées dans le domaine de l'apprentissage du langage oral et des mathématiques. Donc ça, c'est la première type d'inégalité qu'on a regardé. Ensuite, on s'est dit, mais il y a d'autres types d'inégalités. Vous avez sans doute vu cette très belle publication de l'ADEPE, ensuite qui a été suivie par un article qui a été publié dans la revue Nature, qui est basé sur les évaluations repères, qui s'intéressait aux inégalités de genre en mathématiques, dans la réussite mathématique. Et alors, ce que vous avez beaucoup vu, normalement, ça tient ce truc ? Ouais. En gros, ce que vous avez vu, c'est souvent cette partie des données. Ce que vous n'avez pas vu, c'est l'effet sur le panel maternel. Ce qui est intéressant, c'est que sur le panel maternel, en fait, les filles sont meilleures que les garçons à l'entrée à la maternelle. Et il faut, au bout de 3 ans, elles ont quasiment le même niveau que les garçons, mais elles restent un peu au-dessus des garçons. Et 6 mois après l'entrée en CP, le renversement va s'opérer. Les garçons vont avoir des meilleures performances et cet écart ne va cesser d'augmenter pendant toute la période du primaire. Et ensuite, on a une petite réduction au collège, mais qui va ensuite se maintenir sur l'ensemble de la scolarité. Donc ça, c'est les inégalités en mathématiques. C'est ce que vous observez. Mais vous pouvez faire exactement la même hypothèse de vous dire, est-ce que réellement, ces stéréotypes de genre ou ces inégalités qu'on observe dans le domaine de la performance en mathématiques, est-ce qu'ils relèvent que de processus purement relatifs à la cognition mathématique ou est-ce que ces inégalités émergent aussi parce que vous impactez les fonctions exécutives? Et c'est exactement ce qu'on a regardé. On s'est posé la question de savoir est-ce que les inégalités de genre et les inégalités du fait du milieu social d'origine impactent les compétences préacadémiques parce que ça impacte les fonctions exécutives. Et c'est exactement ce qu'on a observé. C'est-à-dire qu'en gros, à l'entrée à la maternelle, les filles ont des meilleures compétences de langage oral et de mathématiques parce qu'elles ont développé, dans ces 3 premières années, des meilleures compétences de fonctions exécutives. Alors c'est dû, par exemple, aux activités genrées, effectivement, qu'on propose aux filles et aux garçons entre 0 et 3 ans. C'est-à-dire qu'on va demander beaucoup plus aux filles de réguler, par exemple, leur comportement entre 0 et 3 ans. Et ça, c'est typiquement des activités, des demandes dans le cadre familial qui vont avoir un impact sur le développement des fonctions exécutives. Elles vont moins aller jouer dehors. C'est une réalité. Elles jouent moins dehors et de fait, elles vont développer dans le cadre scolaire, dans le cadre familial, elles vont jouer plus à des jeux de société dont on sait qu'ils vont promouvoir le développement des fonctions exécutives. Et donc c'est pour ça que vous avez aussitôt des différences. Mais ce n'est pas la plus grande des inégalités. La plus grande des inégalités, c'est le mois de naissance. D'accord ? C'est le fait que vous soyez né, vous n'ayez pas de chance, vous êtes né en janvier ou en décembre. Si vous êtes né en décembre, bah vous avez un peu moins de vie, en fait, si vous réfléchissez. Mais en fait, vous n'avez pas un peu moins de vie. Vous avez 25% de moins de vie. Donc en fait, c'est un peu logique que vous ayez des moins bonnes capacités langagières et mathématiques et, de fait, de moins bonnes capacités exécutives, puisque ces capacités exécutives, elles se développent par l'interaction avec l'environnement et les activités auxquelles vous êtes exposés. Okay ? Donc, c'est la plus grande inégalité à l'entrée à la maternelle. Et ça reste très présent pendant toute notre scolarité, y compris à PISA. Si vous regardez à PISA, il y a encore l'effet du mois de naissance. Donc vous allez passer, pour certains, quasiment toute votre scolarité dans le dernier quartile, simplement,
à cause de votre mois de naissance. Alors, il n'y a pas de bon système. Hein. Je veux dire, si vous regardez le système anglais, il va prendre, lui, septembre à septembre. Eh ben, vous retrouvez exactement le même effet, ceux qui sont nés en septembre, ceux qui sont nés en juin, vous avez des effets qui sont strictement identiques. Mais pour en revenir à mes 4 ans à la maternelle, qui, je sens, a eu une acceptation peut-être qui n'était pas aussi fervente que je l'aurais aimé, bah, si vous avez 25% de vie en moins, c'est pas complètement idiot que vous puissiez rester 1 an de plus à la maternelle. Si vous soyez de décembre, on vous propose finalement, si vous n'êtes pas prêt encore de rentrer au CP, de rester 1 an de plus. Parce qu'en fait, vous n'aurez jamais qu'1 mois de plus que ceux de janvier de l'année suivante. C'est pas grave, en fait. Okay, ils vont pouvoir gérer. Okay, donc, il y a un véritable enjeu. C'est-à-dire que si vous gagnez un peu de temps sur ces années-là, il y a peut-être un moyen de réduire un peu les inégalités. Parce qu'une fois qu'elles sont installées dans le domaine du langage oral, vous aurez vraiment du mal à les compenser sur le domaine de l'apprentissage du langage écrit. Donc, il y a un véritable enjeu de ce point de vue-là. OK. Est-ce que c'est prédictif tout ça? Parce que c'est très bien, vous pourriez vous dire, bon, OK, super, ça c'est l'entrée à la maternelle. La maternelle, c'est important, oui, certes, mais ensuite, on rentre dans la vraie école, l'élémentaire. Ça, c'est la vraie école, hein, l'élémentaire. Eh bien, le problème, c'est que c'est hyper prédictif. Enfin, c'est prédictif. C'est-à-dire qu'en gros, votre milieu social d'origine impacte le développement de vos fonctions exécutives à l'entrée à la maternelle et ça prédit vos performances dans les évaluations repères en CP. Donc, globalement, on n'a pas trouvé le levier pour réduire aujourd'hui le caractère très prédictif du milieu social d'origine à l'entrée à la maternelle qui affecte les fonctions exécutives et qui vont affecter de fait ensuite les premiers apprentissages en CP. Donc si on veut réduire ces inégalités, il va falloir trouver un moyen pendant la maternelle. Alors j'insiste beaucoup sur la maternelle parce que de mon point de vue, c'est la mère de toutes les batailles. C'est-à-dire que si on gagne la bataille de la maternelle en termes d'inégalité, on a peut-être gagné une partie de la capacité à réduire un peu les inégalités. Donc il y a un vrai enjeu sur la maternelle. Mais après, rien n'est fixé. Hein. On peut intervenir, heureusement, en cycle 2, en cycle 3, en cycle 4. Je ne suis pas du tout en train de vous dire, parce que si vous êtes en cycle 4, vous pourriez vous dire, bon, bah alors, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre problème. Ça m'est déjà arrivé quand même dans une conférence. Hein. Une enseignante de cycle 4 m'a dit, mais pourquoi moi, ça m'intéresse ça? Je dis, bah, je ne sais pas, ça pourrait quand même vous intéresser, parce que ça pourrait comprendre l'hétérogénéité des élèves que vous avez dans votre classe, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc, juste vous montrer que ça a aussi un caractère prédictif. C'est-à-dire que si vous avez des moins bonnes fonctions exécutives à l'entrée à la maternelle, ça impacte vos premiers apprentissages en CP. Et aujourd'hui, on va avoir accès bientôt aux données CE1. Donc, on va pouvoir regarder si c'est toujours le cas en CE1 et on peut contrôler de plus en plus de facteurs pour voir si on a des effets qui sont cumulatifs ou non. Oui. La question, c'était de dire, comme il y a une inversion qui s'opère à la maternelle, en CP, notamment pour les filles, alors qu'elles avaient des meilleures compétences en mathématiques en maternelle, je vais y arriver, et à ce moment-là, elles commencent à performer moins bien que les garçons en CP. Ce n'est pas la seule contribution, hein, les fonctions exécutives. Ne croyez pas que ça explique toute la variance observée, ça serait fantastique, mais heureusement que ce n'est pas le cas. Il y a plein d'autres choses qui vont jouer, notamment, je l'ai brièvement mentionné, la question des stéréotypes qui vont jouer sur l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation va introduire un stéréotype, une menace du stéréotype pour les filles par rapport aux garçons, parce que dès le CP, ils vont bien comprendre qu'en fait, tout le monde pense qu'elles sont moins bonnes que les garçons en maths, et donc ça va peser sur l'évaluation, et donc elles vont performer moins bien, notamment aux évaluations repères. Donc ça n'empêche pas le fait qu'une partie de la variance puisse être expliquée par des moins bonnes ou des meilleures fonctions exécutives. Très bonne question. Bon, pourquoi j'insiste beaucoup sur ces fonctions exécutives et pourquoi, si on essaye de passer sur un versant, je dirais, plus comportemental, pourquoi c'est un enjeu de travailler ces fonctions exécutives si on veut réellement travailler à la réussite éducative de toutes et tous? Parce qu'en fait, on a quand même un certain nombre de données issues d'études longitudinales qui ont suivi des enfants de la naissance jusqu'à l'âge adulte, qui suggèrent de façon extrêmement systématique que parmi l'ensemble des prédicteurs de la réussite éducative future, celui ou le champ de compétences qui est le plus prédictif de votre réussite éducative, attention, je ne parle pas de réussite scolaire, je parle de réussite éducative, le champ de compétences qui est le plus prédictif de la réussite éducative future, c'est la capacité des enfants à se maîtriser et à maîtriser leur comportement. Je m'explique, qu'est-ce qu'on entend par apprendre à maîtriser ses comportements? Maîtriser ses comportements, c'est notamment maîtriser son impulsivité, c'est-à-dire maîtriser la capacité qu'on va avoir
à différer, par exemple, un plaisir immédiat pour obtenir quelque chose de plus important dans le futur. Une des choses dont vous avez peut-être entendu parler, c'est des tâches qu'on appelle des tâches de gratification différée. La plus connue, c'est la tâche dite du marshmallow ou du chamallow. Donc le principe est le suivant, vous donnez une friandise à l'enfant, n'importe quoi, tout marche, hein, globalement, à partir du moment où il aime la friandise. Hein. Vous lui donnez un chamallow et vous lui dites, tu peux manger le chamallow maintenant, ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Puis à ce moment-là, vous le laissez seul face à son chamallow, longtemps, ça dure 15 minutes en fait l'expérience. Vous pouvez commencer avec des enfants de 2-3 ans. Encore une fois, ce n'est pas une tâche qu'on leur donne. Hein. Ils font absolument ce qu'ils veulent. S'il veut manger le chamallow tout de suite, il a tout à fait le droit de manger le chamallow maintenant. D'accord ? On ne leur dit pas, hey, c'est un défi, attends avant de manger le chamallow. Ce n'est pas du tout comme ça que se passe l'expérience. C'est purement à la libre appréciation de l'enfant. Il fait absolument ce qu'il veut dans ce contexte-là. Et globalement, ce que montre cette expérience, qui a été faite pour la première fois dans les années 70, c'est que les enfants dès 2-3 ans en fait, sont capables de se maîtriser, y compris dans des situations comme celle-là. Vous avez 2 tiers des enfants qui attendent avant de manger le chamallow. Bon, après, il n'y en a qu'un tiers qui va au bout des 15 minutes. Hein. Je veux dire, la majorité d'entre eux, ils finissent par le manger avant la fin de l'expérience, d'autant qu'ils ne savent pas combien de temps va durer l'expérience. Et puis, de toute façon, ils ont 2-3 ans, donc même si vous mettiez une pendule, ça marcherait. Parce que la dernière fois, j'ai dit ça, et puis quelqu'un m'a dit « Ouais, non, en fait, ils ne savent pas lire l'heure. » Je fais « Ah oui, c'est vrai. C'est pas bête comme... Donc c'est pour ça que c'est important de parfois échanger avec la communauté éducative, parce qu'on se rend compte qu'on dit des trucs complètement inadaptés à l'âge de l'enfant. Il y a évidemment un effet développemental. Plus vous grandissez, plus vous avez cette capacité à exercer un contrôle de vos comportements. Et alors pourquoi cette chercheuse, qui s'appelle Terry Moffitt, qui était une chercheuse américaine, mais qui a mené cette étude en Nouvelle-Zélande, s'est intéressée justement à cette capacité de maîtrise de soi. En fait, si on y réfléchit 2 secondes, c'est le contrat caché de l'école, en fait. Le marshmallow. C'est-à-dire qu'en gros, on prend les enfants à 3 ans, je rappelle qu'ils sont captifs de l'école, hein. Ils sont obligés d'aller à l'école à partir de 3 ans. Et il faut qu'ils y restent pendant 15 ans. Enfin, 13, ils peuvent essayer pour les 2 dernières années. Mais vous n'avez pas le droit de ne pas aller à l'école. Vous êtes purement captif. Si vous demandez aux enfants ce qu'ils préfèrent faire, je ne suis pas sûr que ce soit la première chose qui sorte. Eux, ils aimeraient bien, plutôt que de rester assis sur leur chaise au moment du cours de maths, plutôt être dans la cour à faire autre chose. Et en gros, ce que vous leur dites, c'est « Mais t'inquiète pas, tu ne vas pas avoir le chamallow tout de suite, mais dans 15 ans, tu auras un deuxième chamallow. Et le deuxième chamallow prendra la forme de Parcoursup. Et en fait, ça ne sera peut-être pas un deuxième chamallow, peut-être qu'il n'y aura pas du tout de chamallow. Mais ça, vous ne lui dites pas trop vite, parce que sinon, il risque de sortir rapidement du système éducatif. Mais en fait, c'est ça un peu le contrat caché. Et c'est pour ça que ça a du sens de penser que ces capacités de maîtrise de soi pourraient avoir un effet sur la réussite scolaire et sur la réussite éducative. Si on le prend sur un versant non scolaire des apprentissages, si on réfléchit 2 secondes au type de décision qu'on prend, par exemple, par rapport à notre santé. Quand on prend des décisions par rapport à notre santé, on est souvent dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, là ça va, on est au début de l'hiver, on peut travailler à notre winter body. Donc on peut manger de la raclette et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais va venir avril, mai, on va se dire, ah là je vais partir sur la plage, peut-être qu'il faudrait que je construise mon summer body. Et pour construire mon summer body, en fait, il va falloir que j'arrête de manger de la raclette tous les soirs. Mais c'est un plaisir de manger de la raclette tous les soirs. Enfin, en tout cas pour moi, peut-être que c'est mon défaut de Parisien qui vient. Mais moi, je trouve... Donc, globalement, je suis dans une situation où j'accepte de ne pas manger le chamallow tous les soirs, avec une conséquence à long terme qui devrait être positive, c'est-à-dire que j'espère perdre du poids et me sentir mieux dans ma peau. Et ben, ok, vous voyez l'idée. Et en fait, effectivement, il y a plein de données qui montrent que votre capacité à maîtriser, à réguler vos comportements, c'est très prédictif de votre santé physique et de votre santé mentale. Et donc, cette étude, ce qu'elle montre, c'est que si vous mesurez chez les enfants entre 3 et 11 ans, vous mesurez à plusieurs reprises, parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la capacité à se maîtriser à un âge donné, c'est la trajectoire de développement de ces capacités de maîtrise de soi, puisque évidemment, ça s'apprend. Vous pouvez apprendre à autoréguler vos comportements. Il y a plein de programmes aux États-Unis qui, en maternelle, justement, visent à développer les capacités d'autorégulation et qui ont d'ailleurs des effets plutôt positifs sur la réussite scolaire. Donc, ils évaluent à 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans, cette capacité de maîtrise de soi. Ils évaluent le quotient intellectuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le quotient intellectuel, c'est si ce n'est le meilleur prédicteur de la réussite scolaire. Donc, si vous voulez savoir si un enfant va bien réussir à l'école, vous faites un quotient intellectuel, vous mesurez ses compétences cognitives. Comme ce qu'on mesure à l'école et ce qu'on développe, c'est les compétences cognitives, en gros, c'est un très bon prédicteur.
Ce n'est pas non plus très surprenant, hein, les tests de QI sont basés sur les échelles métriques de l'intelligence développées par Alfred Binet, dans le laboratoire que je dirige. Petite tradition du laboratoire, pour travailler chez l'enfant. Et en fait, ces échelles métriques, je vous rappelle qu'elles avaient pour vocation, c'était même la demande du ministère de l'époque, d'identifier dans les classes les enfants qui répondaient mal à la pédagogie générale. On a un peu oublié la deuxième partie de la proposition pour leur proposer des pédagogies alternatives. Donc on était déjà sur la différenciation pédagogique à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais globalement, c'est l'héritage de ces échelles qui vont donner les tests de QI. Et donc c'est tout à fait logique que les tests de QI sont des bons prédicteurs de la réussite scolaire. Et puis la dernière chose qu'ils évaluent, c'est évidemment le milieu social d'origine, le déterminisme social dans la réussite éducative. Mais ce qu'ils montrent, c'est que si vous suivez cette cohorte jusqu'à l'âge adulte et que vous regardez chez ces adultes leur santé physique, leur santé mentale, leur bien-être, leur épanouissement professionnel et leur épanouissement personnel, parmi ces trois variables-là, celle qui prédit le plus, encore une fois, pas la trajectoire d'un individu, mais la variabilité des trajectoires entre les individus, c'est le contrôle de soi, au-delà du quotient intellectuel et du milieu social d'origine. Et c'est hyper intéressant, parce que ça montre aussi qu'en fonction des données que vous voulez prédire, vous n'allez pas trouver les mêmes prédicteurs. C'est-à-dire que si je pilote mon système éducatif sur la base de PISA, alors ma conclusion, c'est qu'il faut développer les compétences cognitives des élèves. Si je pilote mon système éducatif en me disant l'enjeu d'un système éducatif, c'est développer les compétences dont ont besoin les élèves une fois qu'ils sont sortis du système éducatif, pour être épanouis dans leur vie d'adulte, pour être en bonne santé, à ce moment-là, vous ne trouvez pas les mêmes types de prédicteurs. Et donc, ce n'est pas les mêmes compétences qu'il faut développer. Et ces compétences de maîtrise de soi, c'est juste un des 4 grands champs des compétences dites psychosociales. Vraiment, les compétences de maîtrise de soi, si vous regardez, dans les classifications, notamment Cassel, c'est l'un des 4 grands champs de compétences psychosociales, d'où l'enjeu de travailler les compétences psychosociales, au-delà des cours d'empathie. Bon, voilà, ça c'est dit. Tac. Mais ça, c'est parce que, voilà, après, il y a aussi des éléments de vie personnels de nos ministres qui les poussent à développer certaines... Voilà, hop. C'est pas très evidence-based, quoi. C'est experiential-based. Voilà. Bon, vous voyez... Bon, j'ai pas besoin de décrypter, en fait. Hein. Ouais, c'est bon. OK, très bien, super. Et puis c'est bien parce que la DGESCO n'est pas là, donc on peut faire ça tranquille. Non, je fais exprès, je me permets. OK. En fait, ce qu'on a montré, on a travaillé au laboratoire, cette fois-ci dans une démarche un peu différente. On est parti d'observations faites sur le terrain de difficultés rencontrées par les élèves. Et ce qu'on a essayé de tester, c'est est-ce que ces difficultés rencontrées par les élèves relèvent d'une difficulté à maîtriser des automatismes, des impulsions cognitives. Des automatismes qui ont pu se construire dans d'autres apprentissages préalables au cours de la scolarité. Et en gros, ce qu'on a montré, c'est que dans toutes ces situations dans lesquelles vous savez qu'il y a des difficultés extrêmement systématiques des élèves, que ce soit en cycle 1, cycle 2, cycle 3 ou cycle 4, on a des difficultés spécifiques, et ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait une difficulté spécifique de l'élève à engager son contrôle cognitif, c'est-à-dire de contrôler les stratégies plus ou moins automatisées qu'il utilise et qui se déclenchent dans ces situations. On a par exemple travaillé sur pourquoi les élèves, y compris en début de cycle 2, continuent à faire énormément d'erreurs d'inversion, par exemple du B et du D. Et ce qu'on a montré, c'est que s'ils font des erreurs d'inversion du B et du D, c'est parce qu'au cours de l'apprentissage de la lecture, vous allez bricoler d'un point de vue cérébral, vous allez recycler certaines régions du système visuel pour les spécialiser dans la reconnaissance visuelle des lettres et des mots écrits. Alors, ce bricolage, il est absolument nécessaire pour apprendre à lire et apprendre à reconnaître les lettres, sauf que comme vous vous amusez, c'est pas le bon terme, mais comme vous recyclez des territoires neuronaux qui à la base n'avaient pas comme fonction de reconnaître des lettres, vous allez, y compris, récupérer les propriétés intrinsèques de ces régions dans le système visuel notamment. Et une propriété de ces régions qui est hyper adaptative pour reconnaître les objets, les visages, les animaux, c'est que ces régions de notre cerveau, du système visuel, elles généralisent en miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vont répondre strictement de la même manière quand un objet est orienté vers la gauche et quand il est orienté vers la droite. Et ce qu'on a montré au laboratoire, c'est que ces difficultés de reconnaissance du B et du D, elles viennent directement de la difficulté de l'élève à inhiber, à résister à la généralisation en miroir à chaque fois qu'il voit un B et un D. Et c'est vrai aussi pour vous, lecteurs experts.
C'est-à-dire que si je vous présente un mot avec un B et un D, vous mettez un tout petit peu plus de temps à décoder ce mot que si je vous présente un mot dans lequel il n'y a pas de lettre dont l'image en miroir constitue une autre lettre. Ça, je mets au défi quiconque de me trouver des enseignants qui expliquent ça de façon systématique à leurs élèves. Alors que c'est absolument transformant pour la compréhension des erreurs systématiques de ces élèves qui, placés dans ces situations-là, se retrouvent systématiquement en situation d'échec. Alors vous pouvez faire plein d'autres choses, d'ailleurs elles sont faites dans les classes. Utiliser des lettres rugueuses, faire des petits bonshommes avec le B et le D pour les distinguer plus facilement, tout ça c'est des choses qu'on observe dans les classes. Mais ce qu'on n'observe pas, c'est globalement la conscience de l'élève sur ce qui produit l'erreur. C'est-à-dire de lui dire, en fait, là si tu te trompes, c'est que tu as du mal à résister, à inhiber, à la généralisation en miroir. Ça lui donne simplement un cadre. Je ne vous dis pas que tout d'un coup, ça va lui permettre de reconnaître beaucoup plus simplement le B et le D. Mais ça lui donne en tout cas un cadre pour comprendre l'erreur et ce qui produit la difficulté dans ce cadre-là. De la même manière, ça permettrait potentiellement d'expliquer aux élèves de maternelle pourquoi ils écrivent de la droite vers la gauche et qu'ils inversent toutes les lettres. C'est très très courant. Ils vont écrire le B orienté vers la gauche ou orienté vers la droite. Et pour eux, ça leur pose aucun problème. Mais si on y réfléchit 2 secondes, qu'est-ce qu'ils font ces élèves? Ils traitent les lettres comme on pourrait les traiter, c'est-à-dire comme des objets qui, indépendamment de leur orientation dans l'espace, gardent leur identité. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vrai pour les lettres. Mais c'est très particulier. C'est-à-dire qu'une lettre, c'est quand même un objet super bizarre qui, à partir du moment où elle n'est pas orientée la bonne direction, perd son identité. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux élèves. Il ne faut pas les laisser totalement à l'aveugle sur cette problématique spécifique des lettres. Donc c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Bon, aucun problème pour l'expliquer à un enfant de petite session de maternelle. On l'a déjà fait, ça marche très bien. Ils comprennent, je ne dis pas que ça entraîne du progrès fulgurant, mais ça participe finalement à la compréhension des difficultés qu'on peut rencontrer. Si on prend cycle 2, cycle 3, cycle 4, l'introduction des nombres rationnels, notamment des nombres décimaux, 1,4, 1,342, les élèves qui vous disent que 1,342 c'est plus grand qu'1,4. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils comparent le nombre de chiffres après la virgule, ou dit autrement, ils considèrent qu'il faut comparer 342 à 4, et comme 342 est plus grand que 4, à ce moment-là, ça veut dire que 1,342 est plus grand qu'1,4. Vous avez 2 stratégies là. Bien sûr que vous pouvez rajouter des zéros après le 4 pour montrer que finalement, en fait, c'est 400, c'est 400e par rapport à 342e. Mais sauf que dans la vie réelle, ils vont être exposés à 1,4 versus 1,342. Il va falloir qu'ils soient capables de raisonner là-dessus. Et ce qu'on a montré au laboratoire, dans des dispositifs de recherche-action avec des enseignants dans leur classe, c'est qu'en fait, ça marche beaucoup mieux de commencer par dire à l'élève « Eh là, tu te trompes, parce qu'en fait, tu utilises une stratégie qui marchait très bien sur les nombres entiers, mais qui ne marche plus du tout sur les nombres décimaux. » C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu fais, c'est que tu compares le nombre de chiffres dans les 2 nombres. C'est ça qu'ils font. En fait, oubliez l'idée que quand ils comparent des nombres entiers, ils comparent unité, dizaine, centaine. Ils ne font jamais ça. En fait, ce qu'ils font, c'est plus c'est long, plus c'est grand. Ok, sauf que si j'utilise cette stratégie automatique, je me trompe systématiquement. Donc c'est ça qu'il faut déconstruire chez l'élève. C'est-à-dire de le sensibiliser sur le fait que précisément, dans cette situation, qui est une situation, je rappelle, une situation problème, il faut effectivement engager son contrôle cognitif, sinon on risque d'être trompé par la formulation du problème et ou le contexte. Donc c'est pareil aussi sur un 7e par rapport à un 9e. Les élèves qui vont vous dire, bah non, un 9e c'est plus grand qu'un 7e parce que 9 c'est plus grand que 7. Et ça c'est dû à la séquence pédagogique. C'est-à-dire comme on introduit d'abord les fractions avec des dénominateurs communs, de façon très logique, ils utilisent une stratégie hyper adaptative à la comparaison des fractions avec des dénominateurs communs qui transfèrent négativement dans un contexte où ça ne fonctionne plus. Et c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer à l'élève. C'est-à-dire de lui dire, attention au transfert négatif, ça ne fonctionne pas de transférer cette stratégie approximative qui fonctionnait bien dans un contexte, mais par définition, les stratégies approximatives, elles sont toujours contexte spécifique. Il ne faut pas les généraliser. À partir du moment où on les généralise, on se retrouve dans une situation complexe et d'erreurs systématiques qui peuvent émerger. Bon, les erreurs d'attraction, je les pilote avec les élèves qui mettent un S à pilote parce que les est placé avant le verbe et que le verbe prend une forme nominale. Et ça vient souvent quand même d'une interaction de tutelle. Quelqu'un leur a dit à un moment dans leur scolarité, voilà, quand il y a un les devant, tu mets un S au mot qui suit. Ouais, alors non, en fait. Ce n'est pas du tout une règle orthographique. Donc ce n'est pas un problème de donner des trucs et astuces. Mais attention à bien spécifier au moment où on donne ce truc et astuce que ça ne fonctionne que dans ce cadre-là. Et que, attention, on peut peut-être leur montrer déjà l'exception où ça ne fonctionnera pas, de telle manière à ce qu'ils soient en vigilance par rapport à cela. C'est vrai aussi sur le changement conceptuel, si vous travaillez par exemple sur le concept de flottabilité des objets, les gros objets, ça coule plus que les petits objets en négligeant la masse volumique de l'objet.
Alors, soyons très clairs, vous ne changez pas les conceptions naïves des élèves. Ce n'est pas la conception naïve qui est remplacée par la conception scientifique. Perdure dans le cerveau de l'élève la conception naïve et la conception scientifique, d'où le fait que dans un certain nombre de situations, il y ait des interférences entre la conception naïve et la conception scientifique. On pourrait faire un petit test entre nous. Vous êtes globalement naturaliste, ouais. Vous avez compris la différence entre animé et inanimé, oui. Et pourtant, ça ne vous empêche pas de parler avec votre voiture, vos appareils électroménagers, vos ordinateurs. Donc vous redevenez animiste. Donc votre conception naïve, elle n'a pas disparu en fait. Hein. C'est la même que celle des enfants. Vous continuez à la voir. Bon, vous l'exprimez un peu moins, hein, bonne nouvelle. Voilà. Et donc c'est là aussi, je veux dire, un enjeu d'arriver à inhiber ce type de conception naïve pour pouvoir accéder justement à la conception. Ce qui veut dire par là que, bien sûr que c'est un enjeu de travailler dans le cadre du changement conceptuel sur l'induction d'un conflit cognitif. Mais attention, le conflit cognitif, il ne fonctionne que s'il y a déjà une compréhension du principe scientifique. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et il y a plein d'études qui montrent que mettre les élèves dans une situation de conflit cognitif, c'est très bien, mais pour qu'il y ait conflit cognitif, il faut bien qu'il y ait deux représentations. S'il n'y en a qu'une seule, ça ne fonctionne pas. Donc ne perdez pas du temps à faire des situations type... non, je ne vais pas citer la situation. De conflit cognitif dans lequel il n'y aurait pas d'abord une petite explication du phénomène scientifique. Parce que c'est ça qui fonctionnera. Il faut bien qu'il y ait le conflit, et pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait deux représentations. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il y a plein d'études là-dessus, je ne vais pas rentrer là-dessus. Et puis ça marche aussi sur les compétences psychosociales. Hein. En fait, vous avez aussi besoin de ce contrôle cognitif quand vous travaillez par exemple sur l'empathie. Si on veut vraiment travailler sur l'empathie, je rappelle que l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, de comprendre ce qui produit cet état émotionnel chez lui avant de rentrer en résonance émotionnelle avec cet état émotionnel. Et bien, pour pouvoir faire ça, la première chose à faire, c'est de se décentrer. Et ça, c'est difficile de se décentrer. Pour un élève de maternelle, vous le savez, coordonner les perspectives visio-spatiales, c'est très dur. C'est-à-dire d'essayer de comprendre déjà que je vois quelque chose et que eux voient quelque chose de différent, ou dit autrement, qu'ils voient quelque chose et que moi je vois quelque chose de différent, c'est très difficile. Et on a montré au laboratoire que finalement, ces prémices de l'empathie, elles sont basées sur notre capacité à inhiber un biais qui est très ancré chez nous, y compris adultes, qui s'appelle le biais égocentré. Alors, on passe notre vie à voir le monde selon notre propre système de valeurs, selon nos propres points dans l'espace, et donc c'est difficile de se décentrer de ce point de vue-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut essayer d'étayer ces fonctions exécutives? Donc, on va essayer plein de choses, ça fait à peu près 15 ans qu'on essaie de faire ça, et en gros, quasiment tout ce qu'on a essayé, ça ne marche pas. C'est bien aussi, parce que moi, en fait, je milite pour, non pas ce qu'on a, comme en Angleterre ou aux États-Unis, des choses qui s'appellent What Works, mais moi, je serais surtout militant d'avoir quelque part, par exemple au ministère, sur EduSchool, quelque chose qui est What Doesn't Work. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas vous perdre du temps à faire de l'innovation sur ces dimensions-là, parce qu'en fait, ça ne marche pas. Donc, il y a plein de gens qui ont essayé avant vous. Ce n'est pas qu'une question de contexte, non, en fait, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on sait, par exemple, d'un certain nombre de principes généraux sur l'apprentissage et ainsi de suite, ou que c'est basé sur des neuromythes ou des pédagogies. Donc ça serait pas mal, parce que ça accélère en fait le processus d'innovation dans les classes des enseignants, parce que les enseignants, ils passent leur temps à faire de l'innovation pédagogique. Donc je pense que ça serait hyper intéressant si on arrivait à avoir des choses What doesn't work à côté de What works, ce qui permettrait effectivement d'éviter de perdre trop de temps sur un certain nombre de projets. Donc ça, c'est un truc typiquement What doesn't work. Donc en gros, on a travaillé avec des équipes qui nous ont dit, nous, on aimerait beaucoup essayer de travailler, puisque vous nous dites que c'est si important ce contrôle cognitif, est-ce qu'on ne peut pas le développer à travers des jeux? Donc on a dit, OK, pas de problème, on peut essayer. Mais pour pouvoir le faire, il faut adopter une démarche expérimentale. C'est un peu ce que vous faites d'ailleurs dans votre laboratoire, j'ai oublié son nom, qui s'appelle... Comment? Voilà, Pupilab. Voilà. Donc nous, on a un truc qui s'appelle le Pupilab, mais qui s'appelle Léa.fr, avec lequel on travaille maintenant depuis 5-6 ans, qui est en fait une plateforme dématérialisée dans laquelle on fait de la recherche-action avec les enseignants. Et donc, dans ce Pupilab à notre sauce, globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de faire de la recherche expérimentale pour essayer de tester différents types d'approches et d'essayer de valider si elles fonctionnent ou pas, dans le cadre d'enseignants qui mènent toute la démarche expérimentale dans leur classe. Nous, on n'intervient absolument pas dans cette démarche-là. Ils évaluent, ils mènent l'intervention et ils réévaluent après l'intervention. Et notamment, ce qu'ils ont essayé d'évaluer, c'est est-ce que jouer à des jeux comme 1, 2, 3 Soleil, Jacadi, ni oui, ni non, typiquement qui entraînent ce contrôle cognitif, est-ce que potentiellement ça développe ces capacités de contrôle cognitif? Et pour faire ça, on utilise
une adaptation d'un test extrêmement classique en psychologie qui s'appelle le test de Stroop. En gros, c'est rouge écrit en vert et il ne faut pas lire le mot, il faut identifier la couleur de l'encre dans laquelle on a inscrit chacun de ces mots. Okay, et puis on a un autre groupe dans la même classe, pour essayer de contrôler pour l'effet maître, qui joue à d'autres types de jeux. Donc la moitié des élèves jouent à 1, 2, 3 soleil, Jacques ni oui ni non, des jeux de société qui développent les fonctions exécutives. L'autre groupe joue à des jeux qui engagent beaucoup moins ces fonctions exécutives. Et puis ils évaluent avant, après. Qu'est-ce que ça produit? Globalement, si vous regardez le test qui permet d'évaluer leur capacité de résistance aux automatismes, ça marche super bien. Ils ont progressé. C'est le groupe en bleu, c'est le groupe témoin. Le groupe en violet, c'est le groupe expérimental. Cette partie de l'histogramme ne nous intéresse pas. On va prendre que les situations dans lesquelles il y a un conflit à gérer et à résoudre. Globalement, vous voyez qu'avant et après l'intervention, il y a un groupe qui progresse un peu plus que l'autre, celui qui a joué à des jeux comme 1, 2, 3 soleil, Jacques ni oui ni non. On l'a fait avec des enfants lecteurs, des enfants non lecteurs, ça marche très bien. Okay, mais en fait, bon, c'est très intéressant pour vous, mais vous, ce que vous aimeriez savoir, c'est est-ce que ça leur permet d'être meilleurs pour comparer des lettres en miroir? Est-ce que ça leur permet d'être meilleurs pour comparer des nombres décimaux? Bon, vous avez la réponse, ça ne marche pas du tout. Alors, rien, pas du tout de transfert, que dalle. Ça ne marche pas du tout. Et il nous manque quelque chose, en fait. Il nous manque, globalement, l'étayage métacognitif pour dire à l'élève, mais en fait, ce que tu fais là, c'est exactement la même chose dont tu as besoin pour comparer des lettres en miroir, pour comparer 1,4 et 1,340. Il nous manque un ingrédient, en fait, pédagogique extrêmement important, qui est l'étayage métacognitif du transfert. Et donc, c'est en gros ça qu'on a commencé à essayer de se dire. C'est peut-être qu'on s'est complètement fourvoyé. Ce qui manquait, en fait, à notre approche, c'est d'avoir des approches beaucoup plus métacognitives. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. D'abord, de façon extrêmement ciblée. On a repris chacun des problèmes que je vous ai présentés tout à l'heure, dans lesquels on avait démontré que le contrôle cognitif était impliqué. Par exemple, l'un que je ne vous ai pas présenté, c'est la résolution des problèmes arithmétiques à contenus verbaux. Vous savez que dans la situation de problème, si vous demandez aux élèves de résoudre Pierre a 10 billes, il en a 5 de plus que Farah, combien de billes Farah a-t-elle? Ils vous répondent, comme d'un seul homme, 15. Parce qu'ils entendent plus dans les sens du problème, et plus c'est associé à l'addition, et moins à la soustraction. La seule chose qu'on a fait ici, c'est qu'on a comparé deux types d'interventions dans les classes, c'est-à-dire qu'on a créé du matériel avec des enseignants, ensuite des enseignants volontaires se sont saisis de l'un ou de l'autre des matériels, et ce qui distingue les deux matériels, c'est juste les 2-3 phrases qu'on dit avant d'expliquer la stratégie de résolution de ce type de problème. Aujourd'hui, on utilise des schémas. Avant, on utilisait une stratégie en résolution par sous-étapes. Donc ça, c'est la même pour les deux types d'interventions. La seule chose qui change, c'est ce qu'on dit avant. C'est-à-dire qu'à un des groupes, on dit avant, attention, il y a un piège pour ton cerveau. Quand tu entends plus, tu as envie de faire une addition. Quand tu entends moins, tu as envie de faire une soustraction. Ça fonctionne dans plein de situations, mais pas dans cette situation-là. Et donc, il faut que tu apprennes, ton cerveau doit apprendre à résister à la stratégie si plus une addition, si moins une soustraction. Et puis ensuite, on lui explique la règle à utiliser. Okay, et on compare les deux groupes. Avant, après, 7 semaines après l'intervention. Et en gros, ce qu'on montre, c'est qu'en gris clair, vous avez ceux dans lesquels on a une approche plus métacognitive. En gris foncé, vous avez une approche plus classique de la résolution de ce type de problème. Et on a un effet de gains d'apprentissage qui sont plus importants dans un des groupes par rapport à l'autre et qui se maintiennent jusqu'à 7 semaines après l'intervention. Et ce qui est génial là, c'est que c'est utilisable demain dans toutes les classes de France, puisque nous, on n'est absolument pas intervenu dans le dispositif d'évaluation. Tout a été fait par les enseignants en classe. Donc on accélère en gros le processus de transfert du laboratoire vers la situation de classe. Ok, donc ça, je vais tout sauter, parce que sinon, on est là jusqu'à 13h45, donc on va sauter tout ça. C'est tout ce qu'on a fait sur l'éducation aux médias à l'information, je vous en parlerai une autre fois. Donc on a commencé à se dire, mais en fait, peut-être que ce qu'il faut essayer de développer, c'est la métacognition. C'est que c'est peut-être ça le véritable enjeu. Et donc, si on s'intéresse à la métacognition, en gros, c'est l'autoréflexivité des élèves par rapport à leurs apprentissages. Vous avez deux types de compétences métacognitives, ce qui relève des connaissances et ce qui relève des compétences, c'est-à-dire des stratégies métacognitives et des connaissances métacognitives. Bon, les connaissances, c'est par exemple savoir que j'ai des forces et des faiblesses dans certains apprentissages par rapport à d'autres. C'est avoir des connaissances sur comment fonctionnent les stratégies efficaces de mémorisation. Ça fait partie des connaissances métacognitives. Avoir des connaissances sur qu'est-ce que c'est l'attention. Par exemple, vous voyez, c'est éviter de mettre les élèves dans une situation qui ne sert quasiment à rien, c'est-à-dire, mais enfin, soit attentif, soit concentré. Ouais, d'accord, ça veut dire quoi? Vous avez calé le fait qu'il a compris ce que vous attendiez de lui? Parce que lui, il ne sait pas ce que c'est l'attention, il ne sait pas ce que c'est la concentration. Enfin, si, il le sait s'il vient d'un milieu social favorisé, parce que papa et maman lui a expliqué ce que c'était que la concentration et l'attention, et comment il pouvait faire pour être attentif et concentré. Parce qu'il ne faut pas parler avec ton copain avant que tu aies fini l'activité, et ainsi de suite. Vous voyez comment on peut aussi introduire des inégalités de ce point de vue-là. Et puis, il y a 3 grands types de stratégies métacognitives. La planification. La planification, c'est typiquement définir le but de l'activité.
Et ça, vous savez que c'est un facteur d'inégalité extrêmement fort. Vous donnez une consigne, je vous enjoins d'aller ensuite poser la question de savoir qu'est-ce qu'en ont compris les élèves de la consigne. Vous allez voir qu'il y a une hétérogénéité absolument incroyable. Et plus ils ont les codes de l'école, plus ils ont compris la consigne que vous leur posez. Donc plus ils viennent d'un milieu social favorisé, plus ils ont compris la consigne que vous posiez. Donc en gros, ils font l'activité comme vous l'attendiez. Les autres, ce n'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas compris finalement, ou pas encore la capacité de mobiliser ce concept, c'est juste qu'ils n'ont pas compris le but de l'activité. Donc c'est de faire raisonner l'élève sur le but de l'activité, ça. Qu'est-ce qui est attendu de moi dans cette situation-là? Encore une fois, ce n'est pas de lui donner de façon explicite le but de l'activité, c'est de le faire raisonner sur le but de l'activité. Okay, c'est ça l'idée de la métacognition. C'est l'autoréflexivité par rapport au but induit par l'activité. Sélectionner ensuite les stratégies les plus pertinentes. En gros, qu'est-ce que je vais utiliser comme procédure dans ce contexte-là? Est-ce que je peux réfléchir avant de me lancer dans l'activité? Monitoring et contrôle, pendant l'activité, vérifier que tout se passe bien. Okay, j'avais décidé de faire comme ça, est-ce que ça marche? Ou est-ce que j'arrive pas du tout à trouver la solution du problème? Donc, est-ce que je suis capable de changer de stratégie si ça ne fonctionne pas? Et la dernière chose, c'est l'évaluation. Faire le bilan, non pas de ce que j'ai fait, ce qui est souvent ce qu'on demande à l'élève, mais de ce que j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'aurais dû apprendre? Qu'est-ce que je voulais apprendre dans cette situation et que je n'ai pas appris? Et comment je change ma stratégie de telle manière à pouvoir l'apprendre? Ça a été fait avec des élèves de cycle 3, cycle 4. Un tout petit peu sur le cycle 2, ça a été quasiment jamais fait avec des élèves de cycle 1. Et donc le pari, c'est de le faire avec des élèves de cycle 1. Hop, je saute tout ça, c'est pas grave. Hop. Pourquoi on cible le cycle 1? Parce que ce qu'on a montré, c'est que comme pour les fonctions exécutives, le milieu social d'origine impacte les compétences langagières et mathématiques des élèves en grande section de maternelle parce que ça impacte leurs compétences métacognitives. Pareil, ça veut dire que c'est un levier nécessaire pour essayer de réduire les inégalités. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? D'abord, on a essayé d'intervenir directement auprès des élèves. On a créé une intervention de 7 semaines, à raison de 45 minutes par semaine. Et dans cette intervention, on a développé les connaissances métacognitives, les stratégies métacognitives et la conscience métacognitive des élèves. Et on a évalué avant, après, et on a regardé le transfert potentiel sur les apprentissages mathématiques et sur les apprentissages langagiers. Et on a fait ça en grande section de maternelle pour cette première expérimentation. Et on a comparé par rapport à un groupe témoin. On a toujours un groupe témoin dans toutes nos expériences. Voilà le type de matériel qu'on a créé. Donc on parle du cerveau, on parle de la plasticité cérébrale parce qu'on essaie de déconstruire les représentations implicites sur l'apprentissage. On va leur parler de qu'est-ce qu'on doit faire avant l'activité, pendant l'activité, après l'activité. Et puis, vous voyez, c'est une de mes doctorantes qui s'appelle Mélanie Pinheiro et qui explique la plasticité cérébrale en ayant des petits fils qu'elle connecte et qu'elle déconnecte en fonction de la situation d'apprentissage. Qu'est-ce que ça produit? Globalement, ici, on est directement sur le transfert. Si on regardait les capacités de résolution des opérations arithmétiques, en bleu, vous avez le groupe qui a suivi la formation pendant 7 semaines. En gris, vous avez les enfants qui n'ont pas suivi la formation. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a un groupe qui progresse plus que l'autre. C'est celui qui a bénéficié d'une intervention sur la métacognition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout, globalement, construit l'intervention autour des mathématiques ou autour du langage. C'est vraiment la métacognition dans ce qu'elle a plus pur. On a utilisé des jeux, on leur a montré comment on pouvait choisir des stratégies sur les jeux, et il y a pour autant un transfert sur les compétences arithmétiques. La deuxième chose, c'est l'acquisition des compétences grammaticales, dans lequel on a un effet qui est plus important pour les élèves qui ont suivi l'intervention, mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça marche le mieux pour les élèves de milieux sociaux défavorisés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut systématiquement qu'on regarde. C'est très bien de faire des interventions, c'est très bien de montrer qu'il y a une efficacité de l'intervention. La question, c'est est-ce qu'elle fonctionne pour les élèves qu'on ciblait? Parce que vous pouvez avoir une augmentation globale du niveau, mais peut-être qu'elle est tirée par les élèves de milieux sociaux favorisés. Donc, il faut vraiment systématiquement aller regarder, est-ce que ça a marché pour les élèves de milieux sociaux défavorisés? Deuxième idée, on s'est dit, c'est très bien de faire ça avec des élèves, mais en fait, on est 3 ou 4 à travailler sur ce projet-là. Si on doit aller dans toutes les écoles maternelles de France, ça ne va pas marcher. Donc on s'est dit, on va essayer de tester une formation. Est-ce qu'on peut former des enseignants et obtenir globalement des effets similaires? Donc on a réussi à convaincre l'académie, la DSDEN 13 à Marseille. C'est une conseillère pédagogique départementale qui nous a demandé de venir sur Marseille. Comme on avait que ça à faire, on s'est dit, oui, pourquoi pas. Voilà, on va étendre le domaine d'action du laboratoire. Je rappelle qu'on est à Paris, hein, nous. Et donc on a récupéré 18 heures de formation sur le plan de formation des enseignants de maternelle. Et on a donc 22 enseignants qui bénéficient de notre formation et 21 qui bénéficient du plan classique de formation de 18 heures en maternelle. Et on va regarder qu'est-ce que ça a changé.
Donc ça, c'est les différentes étapes de la formation. On fait globalement une mise à niveau sur qu'est-ce que c'est la métacognition. On analyse le besoin des enseignants. On leur propose des ressources et des outils. On programme sur l'année l'utilisation de ces outils. On va dans les classes faire un retour sur l'utilisation des outils en classe. Et puis ensuite, on fait un retour d'expérience avec l'ensemble des enseignants. Okay, et voilà tout le type d'outils qu'ils ont créés. Ils ont créé par exemple un dé de la métacognition. Donc c'est juste une façon ludique en maternelle de travailler sur la métacognition. Ils lancent le dé et ça renvoie à une stratégie métacognitive sur laquelle on va pouvoir questionner l'enfant ou des connaissances métacognitives spécifiques sur lesquelles on peut questionner l'enfant. Voilà, c'est pas mal, c'est un Playmobil et il faut aller chercher les stratégies métacognitives dans la tête du Playmobil. Ça c'est super, c'est l'inventivité et l'innovation des enseignants dans ce contexte-là. On est allé dans toutes les classes et on a observé les pratiques pédagogiques des enseignants avant et après la formation. C'est-à-dire que sur les 43 classes, on a formé les conseillers pédagogiques pour, avec une grille d'observation extrêmement précise, évaluer la fréquence d'utilisation de gestes professionnels liés à la métacognition. Avant intervention, après intervention, dans le groupe formé, dans le groupe qui n'a pas été formé. Ce que vous voyez, c'est que la fréquence, elle est très faible en fait, de ce type de pratique à la maternelle. C'est une bonne nouvelle. Si ce n'est pas utilisé, peut-être que c'est un levier. Si c'était déjà très utilisé d'une certaine manière, c'est probablement pas le levier de réduction des inégalités. Et ce qu'on voit, c'est que ça a un vrai effet sur la fréquence des gestes professionnels utilisés par les enseignants après la formation. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il faudrait systématiquement qu'on évalue dans nos formations. Est-ce qu'on a changé les gestes professionnels des enseignants? Si vous n'avez pas changé les gestes professionnels des enseignants, ce n'est pas forcément parce que vous n'enseignez pas ou vous ne sensibilisez pas sur un domaine important pour les apprentissages, c'est simplement parce que vous ne l'avez pas implémenté comme il fallait. C'est une autre question. Et donc, ce n'est pas exactement la même approche pour obtenir l'effet escompté. Alors qu'on n'a jamais vu les élèves, on a un effet de développement plus important chez les élèves dont les enseignants ont été formés à la métacognition sur leurs connaissances métacognitives. Ça bénéficie le plus aux élèves qui viennent de milieux sociaux défavorisés. Et on a un transfert uniquement dans le domaine mathématique. On n'observe pas de transfert sur le domaine langagier, avec des effets d'augmentation plus importante des compétences mathématiques de façon globale. Et encore une fois, ça bénéficie le plus aux élèves de milieux sociaux les plus défavorisés. Donc, on a une intervention qui semble fonctionner, y compris quand on forme les enseignants, qui semble réduire les inégalités un peu dans le domaine des mathématiques. Sur le domaine du langage oral, en gros, le retour d'expérience des enseignants, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour eux de construire une séquence dans laquelle il y a des gestes professionnels associés à la métacognition, parce que c'est moins procédural d'une certaine manière comme approche qu'avec les mathématiques. Donc là, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Et donc ensuite, on a formé les formateurs. Donc ça, c'est des données qu'on n'a pas encore, mais c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et cette année, on travaille avec la DGESCO sur le lab maternel. Et donc le lab maternel, cette année, est dédié à la métacognition. Donc normalement, on va former les F1 à partir de novembre, puis on va former les F2, et on espère que l'année prochaine, dans chacune de vos circos, puisque je vous ai évidemment absolument convaincu que c'était absolument critique de faire ça, vous allez former tous les enseignants à la métacognition. Voilà. Globalement, on a essayé des choses sur les parents, ça ne marche pas du tout. Ça marche, mais alors ça ne marche pas. Vous me poserez des questions, je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas marché. Et juste pour vous dire qu'on a essayé d'analyser, pareil, sur une grosse base de données, sur une expérimentation qu'on a co-construite avec l'ADEPE. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en 6e et en 4e, ce qui reste le plus prédictif de la réussite scolaire quand on regarde les fonctions transverses, c'est les fonctions exécutives. Donc ça veut dire que si vous êtes au collège, vous avez exactement les mêmes enjeux, comment on travaille sur les fonctions exécutives dans le cadre des apprentissages. L'intérêt pourquoi je suis allé un peu plus vite, c'est qu'il y a plein de ressources pour les travailler. On a notamment publié des ouvrages sur enseigner aux élèves comment apprendre. Si vous avez des questions là-dessus, aucun problème, vous pouvez aller regarder tout ce qu'on a fait sur ces questions-là. Voilà, et j'avais encore plein de choses à vous montrer, mais on s'arrête là. Et merci beaucoup. Et ça, c'est tous les gens avec qui je travaille au laboratoire. Merci.